Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, une sécurité renforcée pour protéger les touristes en escale chez nous. Le dispositif a été mis en place par le préfet avec l'ensemble des services de l'État mobilisés. Objectif, protéger les visiteurs des braqueurs et rassurer sur la destination Martinique. Premier paquebot de croisière de la saison à Saint-Pierre aujourd'hui. Le Club Med 2 a fait escale le temps d'une journée. Ses passagers ont pu découvrir la ville d'art et d'histoire pour le plus grand plaisir des commerçants de la commune. Les élus ultramarins déçus de la conclusion de la 100e édition du Congrès des maires. Le discours de clôture d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu. Aucune annonce pour l'outre-mer n'a été annoncée. Et puis, le plus haut gradé de l'aïkido en France est actuellement en Martinique. Christian Tessier, 8e dame, a animé cette semaine un stage de perfectionnement pour les pratiquants et leurs enseignants. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les paquebots se succèdent dans nos ports et les croisiéristes sont nombreux à vouloir découvrir notre île. Alors pour protéger ces cibles privilégiées des braqueurs, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place à la demande du préfet. L'ensemble des services de l'État et ses partenaires seront davantage mobilisés pour veiller au respect et à la tranquillité publique. Une mission à destination des visiteurs, mais aussi des commerçants. Explication de Loïc Régis. Un nombre de croisiéristes en hausse et une présence des services de sécurité accrue. Une mobilisation renforcée souhaitée par le préfet. La tranquillité publique, un enjeu majeur qui ne perturbe pas les touristes. Ils ne se sentent pas en danger dans les rues de la capitale. Oui, c'est vraiment un endroit bien. La partie qu'on a pu voir, oui. Aucun renfort humain, mais plutôt une réorganisation des services pour la police. Les patrouilles sont également plus fréquentes. Si la Martinique reçoit autant de visiteurs, c'est justement parce qu'elle est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. On s'est adapté, c'est aussi une de nos missions, c'est-à-dire avoir une police de réalité qui s'adapte à la réalité du terrain. On avait cette exigence, donc on a priorisé nos choix et puis malgré tout, la vie continue, la sécurité au quotidien continue. Donc on assure cette mission sans complément d'effectifs supplémentaires, mais ça nous a demandé de s'adapter un petit peu, mais c'est un dispositif qui est très bien huilé. La ville de Fort-de-France est partenaire de ce dispositif. Les agents de médiation urbaine et spécialisés sillonnent les sites les plus fréquentés par les visiteurs. Pointe-Simon, Cathédrale ou encore Plage de la Française. Une présence dissuasive. Sécuriser le lieu sur le fond de mer, partout sur Fort-de-France, afin que les touristes ne soient pas en insécurité. Et quand ils descendent du bateau, quand ils ont des chaînes assez visibles, on leur dit sans les bousquer, de les cacher, de cacher leurs chaînes. Un renforcement de la sécurité en faveur des touristes, mais aussi des commerçants. Une nouvelle rassurante pour eux. Il y a des délinquants. Et non, je ne vais pas tout dire. Mais c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Ça, je vous assure, c'est un vrai besoin pour la sécurité sur la savane. Il y a un besoin parce qu'il y a beaucoup de jeunes un peu qui se bagarrent très souvent par ici. Donc il y a un besoin. Il y a un besoin. Une attention spéciale pour protéger le secteur touristique. Le centre-ville ne sera pas seul à bénéficier de ces mesures. L'aéroport, mais aussi le port de plaisance du Marin sont concernés.
Et en parlant de bateaux de croisière qui accostent chez nous, la ville de Saint-Pierre a accueilli ce matin son premier de la saison. Le Club Med 2, un 5-mâts de 187 mètres de long, a fait escale le temps d'une journée. Ses passagers ont pu découvrir la ville d'Harry d'Histoire, une aubaine pour les commerçants de la commune. Voyez ce reportage de Raphaël René. Pour sa deuxième escale à Saint-Pierre, le Club Med 2 débarque avec 200 passagers à son bord. L'an dernier, le bateau effectuait sa première escale ici. Conquis par la ville d'Harry d'Histoire, l'équipage a décidé d'y revenir. Le Club Med était venu l'année dernière faire l'escale à Saint-Pierre à l'occasion d'une croisière du Rhum pour venir visiter une des rhumeries de la région. Et comme l'escale avait beaucoup plu à nos passagers, on a décidé de la remettre plus régulièrement pour cet hiver, pour cette saison, en escale, pour faire profiter tous nos passagers du patrimoine de la ville de Saint-Pierre et leur faire découvrir une petite ville de la Martinique qui n'est pas encore trop envahie par le tourisme et qui est justement bien authentique. Aujourd'hui, des excursions sont organisées en groupe. Les visiteurs ont pu profiter du patrimoine culturel et historique de l'ancienne capitale, à l'instar de ces Belges dont c'est le premier passage en Martinique. Les marchés sont très colorés. C'est très agréable ici à Saint-Pierre. Mais l'histoire est naturellement très grave. Donc en 1902, que la capitale s'est effondrée. Il y avait plus de survivants, donc c'est quand même une tragédie. La ville est très très belle. Les ruines sont beaux, les petites rues sont très belles, donc on a bien joui notre vacances. On a visité le petit marché, puis on a visité toutes les petites boutiques qui sont très sympas, et puis on est allé monter aux ruines pour regarder les ruines qui sont quand même impressionnantes. Si on entend toute l'histoire qui est après les ruines et tout ça, c'était super. Concernant les retombées, les commerçants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains profitent bien de cette escale à Saint-Pierre, mais d'autres sont mitigés quant à l'apport économique. Ma boutique qui s'appelle le 1902, c'est une boutique où il y a 50% des produits qui sont faits par 19 artisans. Et là justement on voit bien cette envie, ce besoin d'avoir des produits locaux fabriqués ici en Martinique. Et donc du coup, moi je m'y retrouve et les clients se retrouvent aussi. Pour certains commerçants peut-être, c'est-à-dire les magasins de souvenirs, oui, mais les restaurateurs, non. On a un travail qui doit être fait et puis je pense que ça n'a pas été fait en amont pour qu'on puisse, quand les touristes arrivent sur Saint-Pierre, qu'ils restent dans la conurbation du Nord Caraïbe. Si on regarde bien dans la ville, il doit y avoir environ une cinquantaine ou une centaine de touristes qui se baladent. Mais sinon, tous les autres sont partis avec des bus. Donc on n'a aucune retombée économique, comme vous voyez, c'est complètement vide. Le Club Med 2 largue les amarres ce soir à destination de la Guadeloupe pour revenir ici même samedi. 5 escales sont prévues à Saint-Pierre jusqu'au mois de mars. 170 kilos de stupéfiants, 5 suspects interpellés. Une belle opération menée par la frégate de surveillance Ventose de la Marine nationale sous l'autorité du préfet de Martinique. Une action menée dans le cadre de l'action conduite par la France contre le crime organisé dans les Petites Antilles. Les opérations sont menées de manière coordonnée avec les autres administrations françaises en collaboration avec des partenaires étrangers de la Caraïbe et de l'Union européenne. Direction Paris, avec la 100e édition du Congrès des maires qui s'est achevée aujourd'hui avec un discours du président de la République. Une allocution très attendue mais loin de faire l'unanimité. Pendant près d'une heure et demie, Emmanuel Macron a réaffirmé ses engagements de campagne avec des mesures fortes telles que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la baisse de la dotation générale des communes, mais pas un mot pour l'outre-mer. Explication de Solène Boissy. Il n'a pas parlé une fois de DOM. Vous avez vu ça? Il n'a pas nommé. Non, mais le président. Marie-France Thinot ne cache pas sa déception. Cette adjointe au maire du François, venue représenter Joseph Lozard, resté en Martinique, en attendait plus de ce discours, jugé trop technocrate et trop éloigné des problématiques du terrain dans les communes. On espérait quand même que, face à l'inquiétude des maires, qu'il allait quand même nous apporter des solutions, revoir un peu sa copie, un petit peu. Mais ça ne semble pas ça. Il nous donne des explications pour nous dire voilà pourquoi il a fait telle réforme. Mais ça nous laisse toujours avec nos inquiétudes, avec nos difficultés sur le territoire. Ce 100e congrès, c'est le premier d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'État. Alors c'est l'occasion aussi pour les maires ultramarins de mesurer sa détermination et de faire face au nouveau président de la République. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'observation. Maintenant,
président, je sais que c'est un président intelligent. S'il constate que les choses ne marchent pas, je crois que tout naturellement, il va reculer sur un certain nombre de décisions. Pendant ces 3 jours, l'exécutif a cherché à affirmer sa politique territoriale. Difficile pour les élus ultramarins de trouver dans cet ensemble d'annonces des mesures spécifiques à leur commune. Ce que je retiens, c'est effectivement ce que le président annonçait, c'est-à-dire la capacité effectivement d'innovation du point de vue institutionnel, par exemple, de nos territoires, et que les expérimentations qui sont aujourd'hui faites sur nos territoires pourraient très largement donner des possibilités d'évolution, en tout cas en prenant en compte nos réalités, nos spécificités territoriales. Le congrès est désormais fini, mais le travail des maires ne fait que commencer. Après avoir eu confirmation de la volonté du gouvernement de mener ces réformes, reste aux élus de proposer des solutions concrètes pour leur commune lors des assises de l'outre-mer. Au chapitre social, 25 agents des centres de finances publiques se sont mobilisés ce matin devant l'hôtel des finances de Cluny pour dénoncer un dérèglement programmé par l'administration. Une mobilisation à l'échelle nationale. Ils redoutent la privatisation de leur mission. Les centres des Trois-Îlets, mais également du Lamentin, n'ont pu recevoir le public faute d'agents au travail. En revanche, celui de Cluny est resté ouvert. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Aujourd'hui se tient le comité technique de réseau qui annonce donc 1600 suppressions d'emplois pour cette année. Et en Martinique, ce sera 45 suppressions d'emplois, sachant qu'il y a tout un service qui bascule à la métropole. Donc en net, ça fera à peu près 25 suppressions d'emplois pour le département, ce qui fait beaucoup puisque depuis la fusion en 2010, on en a déjà eu plus d'une centaine. Les agents qui partent à la retraite ne seront pas remplacés. Du fait des suppressions d'emplois, il y aura des fermetures de trésorerie. Donc là, l'année dernière, nous avons eu la fermeture de la trésorerie du Saint-Esprit, la spécialisation de la trésorerie du François et toutes les petites trésoreries de proximité sont amenées à disparaître, donc Basse-Pointe et les Trois-Îlets. Le gouvernement envisage de mener une étude sur la future action publique, la future notion de service public et dans ce cas, il prévoit de privatiser certaines missions, c'est-à-dire de confier à des organismes privés les missions et ça va amener le contribuable à payer pour avoir ces missions-là. Partons tout de suite en Guadeloupe où le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est actuellement en visite. Arrivé cet après-midi, il restera sur place 24 heures avant de venir chez nous. Dès sa descente d'avion, il s'est rendu au lycée agricole de Bemao. Il a pu échanger avec les élèves. Compte rendu avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Première escale pour le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert. Le lycée agricole Alexandre Buffon, il y a découvert une agriculture en mouvement, un modèle en matière de formation. Nous avons besoin de chefs d'entreprise, nous avons besoin de futurs agriculteurs, de futurs paysagistes, nous avons besoin de futurs ingénieurs qui soient bien formés parce que nous avons besoin de monter en gamme les formations. Ici, il y a une section BTS. Eh bien, il va peut-être en falloir d'autres et nous sommes en train d'y travailler. Ici, la région investit dans de l'achat de matériel pour permettre de mieux faire les apprentissages parce que nous avons besoin de valoriser les métiers de la terre. J'ai vu tout à l'heure un atelier sur la couverture des sols. Eh bien, moi, je trouve que là aussi, lorsque l'on est dans des démarches où on veut laisser une trace environnementale beaucoup plus propre, beaucoup plus durable, eh bien, il est utile de définir des nouveaux parcours. Ce lycée a opté pour la valorisation de la race bovine créole, a mis l'accent sur l'agroécologie. Les équipes d'Alexandre Buffon ont misé sur la conversion en bio. Malgré les difficultés financières et les dégâts causés par le cyclone Maria, l'équipe dirigeante poursuit le développement de ces filières. Nous avons demandé effectivement une section BTS production animale. On aimerait effectivement que le ministre nous accorde ce BTS production animale qu'on demande depuis plus de 5 ans. Pour nous, c'est un réel plaisir de recevoir le ministre. Déjà parce que le ministère de l'Agriculture, c'est eux qui s'occupent de l'enseignement agricole. Nous sommes dans un cadre de plan de redressement depuis 4 ans, dans ma 4e année ici. Donc nous essayons de rétablir les finances de ce lycée. Donc c'est ça mon objectif. Deuxième objectif, c'est qu'on développe un certain nombre qu'on développe notre section, parce que nous avons une section aménagement, une section horticulture, nous avons une section scientifique par un bac S et nous avons une section technologique par un bac STAV. Donc nous développons tous ces aspects-là pour qu'on puisse mieux accueillir nos élèves, leur donner toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir progresser dans leur enseignement. Une visite inédite car c'est la première fois en 28 ans d'existence qu'ils reçoivent un ministre de l'Agriculture.
Une visite qui devrait augmenter les moyens de cet établissement scolaire. Le premier trimestre vient à peine de s'achever. L'heure est déjà au choix des études supérieures pour les élèves de terminale. Rester au pays, partir dans l'Hexagone ou carrément tenter l'aventure québécoise. Pour les élèves qui souhaitent se positionner sur le troisième choix, une délégation des universités du Québec est actuellement en Martinique pour présenter les programmes proposés sur place. Pour en parler, nous recevons Madame Alexandra Caron qui est en charge des admissions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, c'est la 8e année qu'une délégation vient à la rencontre des étudiants martiniquais. Est-ce que l'accueil qui vous est réservé évolue au fil des années? Ah oui, on a eu un accueil absolument chaleureux. Je vous rappelle que, oui, ça fait 8 ans qu'on est présent sur le territoire, mais c'est dans le cadre, cette fois-ci, encore une fois, d'une mission. On a donc débuté dans cette mission Antilles par la Guadeloupe, où on a fait des présentations dans les lycées. Et ensuite, on a également rencontré les gens dans un salon, donc des rencontres plus individuelles. Et là, on a débuté notre passage en Martinique aujourd'hui. Alors, aujourd'hui seulement, nous avons rencontré plus de 400 lycéens et on sera présent à l'espace Madiana demain et après-demain pour rencontrer les gens et leur donner toutes les informations. Donc oui, l'engouement est présent. Ils ont envie, vous avez senti qu'ils ont envie de partir au Québec? Ah, vraiment. L'accueil est extrêmement enthousiaste et chaleureux. Donc oui, et ils ont énormément de questions. Ils ont besoin de savoir comment se déroulent les études et toute la préparation des activités, en fait, de tout ce qu'il y a à prévoir pour réaliser ce projet. Alors justement, on le sait, avant de partir au Québec, il y a quelques démarches administratives à faire. Cela peut coûter cher. Alors, combien de temps avant il faut s'y prendre si on a l'intention de partir faire des études au Québec? Oui, c'est une excellente question. Alors, à ce moment, on prépare les dossiers des étudiants qui veulent entrer en septembre de l'année prochaine. Alors, la date à retenir, en fait, c'est de remplir la demande d'admission dans nos universités avant le 1er mars. D'accord? Et ensuite, ça laisse le temps aux étudiants de prévoir les formalités d'immigration. Alors, ça prend un certificat d'acceptation du Québec, un permis d'études canadien. Également, on soutient les parents, les futurs étudiants à travers les démarches pour le logement, préparer le budget et tout ça. Donc, ça prend quand même plusieurs mois. Alors, c'est pour ça que cette période-ci est vraiment le bon moment pour s'informer sur ce projet. Est-ce qu'il y a des conditions d'âge pour partir étudier au Québec si on a envie d'une reconversion et on a envie de tenter l'aventure? Oui, alors c'est possible de faire la demande d'admission dans les universités et ensuite les démarches, on procède de la même façon. Et pour les étudiants qui ont 17 ans d'âge, donc ils ne sont pas majeurs, ils ont une preuve d'émancipation à remplir pour pouvoir ensuite entrer dans nos universités. Alors, arrivé sur place, comment ça se passe? Il paraît qu'il y a une communauté d'étudiants antillais. Comment s'organise-t-il? Oui, certainement. Alors, en fait, dans chacune de nos universités, parce que je vous rappelle que nous sommes 3 universités présentes sur le territoire, donc l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, que je représente, et l'Université du Québec à Rimouski. Alors oui, nous avons de nombreux étudiants antillais déjà sur place et des communautés, des associations d'étudiants antillais s'organisent. Alors, par exemple, dans l'université que je représente, il y a eu une soirée caribéenne avec un DJ martiniquais sur place et ils ont même préparé des bokits pour les étudiants québécois. Ils s'adaptent bien, apparemment. En fait, il y a la communauté qui existe pour l'intégration. Mais ensuite, l'ouverture vers les autres vient plus rapidement parce qu'ils sont bien installés et on a des services aux étudiants qui sont là pour aider à l'intégration. Et ils réussissent très bien parce qu'en fait, les étudiants martiniquais ont de très bons dossiers. C'est des candidats d'excellence et c'est ce que recherchent les universités. Donc, ils sont très bien préparés à faire les études chez nous. Donc, l'intégration se passe à merveille. Et une fois les études terminées, qu'est-ce qu'il faut faire? On revient obligatoirement sur place ou on peut travailler? Alors nous, on laisse l'étudiant libre dans son projet de vie. Alors c'est vraiment le projet de l'étudiant et on remarque que beaucoup d'étudiants viennent prendre de l'expertise dans nos universités pour ensuite ramener cette expertise ici. Donc on retrouve les différents cas de figure. Mais c'est possible de rester travailler? C'est compliqué du moins? Est-ce que c'est compliqué de rester travailler au Québec? Certains étudiants peuvent rester travailler jusqu'à 2 ans au Québec avec le permis d'études. Alors c'est possible de le faire. Alors, vous l'avez dit, vous serez demain et samedi de 11h à 18h au Palais des Congrès de Madiana. Exactement. Il vaut mieux s'inscrire parce que finalement, ce sont des entretiens personnalisés que vous proposez. Oui, effectivement.
Effectivement. Alors, si les gens veulent éviter la file d'attente à l'arrivée, ils peuvent s'inscrire sur le site étudierauquebec.fr. Alors, à ce moment-là, ils pourront rentrer directement et nous serons là pour aider les futurs étudiants et leurs parents à préparer tout ce projet. Et également, en parallèle, il y aura des conférences avec des vidéos témoignages d'étudiants qui ont vécu cette expérience et qui sont en ce moment dans nos universités. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle que les futurs étudiants sont attendus dès demain et samedi également. Exactement. Au Palais des Congrès de Madiana. Merci à vous. Au revoir. Allez, restez avec nous. À suivre dans un instant, nous parlerons de la 5e édition du dîner de charité de l'Espérance. Comme chaque année, le chef étoilé Marcel Ravin travaillera en collaboration avec des jeunes en formation. Et puis nous irons également à Grand-Rivière qui peine encore à se remettre du passage de l'ouragan Maria. Certains sentiers de randonnée n'ont pas encore été réhabilités. Les professionnels du tourisme font grise mine. Batli sans moyens et violence psychologique, c'est le titre de la 18e campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, lancée par le préfet cet après-midi en présence du procureur de la République et de nombreux partenaires. La campagne se déroulera jusqu'au 1er décembre prochain. Voyez les précisions sur cette campagne recueillies par Guy Raphaël René. Si nous avons choisi ce thème, c'est parce que justement il est très important. L'UFM a, comme on le sait, donc un espace d'écoute et d'information qui existe depuis 2000. Et c'est vrai que les femmes qui viennent, qui sont victimes de violences, nous parlent toutes de cette violence psychologique qu'elles subissent, seules ou avec d'autres violences. Et c'est extrêmement important parce que c'est vraiment des agissements au jour le jour qui sapent le moral, qui sapent la confiance en soi et qui empêchent aux femmes de réagir. Ces campagnes ont quand même permis à des femmes de sortir du silence. Déjà à l'idée de la violence dans le couple n'est pas une affaire privée, mais que c'est une affaire de société. Donc il ne s'agit pas d'une juxtaposition de problèmes que les femmes rencontrent, mais bien d'un phénomène de société et qu'il faut traiter comme cela par des campagnes de prévention, par exemple, par de la sensibilisation, etc. Et de bien comprendre que c'est une organisation de la société aussi. Alors bien sûr, il y a un soutien budgétaire, mais avant tout, c'est un rôle de coordination puisque cette campagne, elle est conduite avant tout par les associations, la délégation régionale aux droits des femmes, mais ce sont vraiment les associations, les collectivités locales et aussi les services de l'État qui, sur le terrain, vont informer, vont recueillir des paroles et surtout vont sensibiliser à ce phénomène. Et justement, ce samedi 25 novembre sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dès aujourd'hui, le service social de la CAF et l'association La Puce à l'oreille de Guadeloupe ont organisé la 7e édition de la manifestation Joulassa, c'est en nous. Une action de prévention et de sensibilisation qui s'est déroulée à Bemao à l'attention des mères de famille. Reportage de Linda Karsi. Se valoriser, retrouver confiance ou encore mieux connaître ses droits face à différentes formes de violence conjugale, la CAF est plus que jamais aux côtés des mères de famille. Ça nous permet de bien montrer qu'on n'est pas simplement des prestataires de prestations. On a un véritable travail d'accompagnement de nos allocataires, au-delà effectivement des prestations qu'on leur verse. Donc ça leur donne l'occasion effectivement de parler de leurs problèmes, de parler ici parce qu'elles ne peuvent peut-être pas toujours dans leur milieu familial s'exprimer. Ça leur permet également de se découvrir à travers effectivement les activités qu'on met à leur disposition, activités de bien-être, activités de soins de soi-même. Ce sont donc des choses qu'on leur apprend à faire parce que c'est important pour effectivement pouvoir se sentir bien, je dirais, et pouvoir affronter les difficultés de la vie. Il s'agit aussi pour la CAF d'inciter ses allocataires à être des relais d'information dans leur famille. Tous ont un rôle à jouer dans cette bataille sociétale. Aujourd'hui, je crois que c'est un travail qui doit se faire en profondeur dans l'éducation et dans les familles. Récemment, je lisais dans un journal local qu'il y avait eu une marche effectuée par des hommes. Et cela se passe dans notre île voisine de Saint-Domingue. Les hommes ont fait une marche pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il faudrait qu'on en arrive à ça et que ça paraisse une évidence que les hommes et les femmes se donnent la main pour vivre dans une société harmonieuse et meilleure. Pour cette 7e édition d'Action, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, près de 240 femmes ont été sélectionnées par les travailleurs sociaux de la CAF et les partenaires
afin de se sentir entouré et mis à l'honneur. Direction la Guyane maintenant avec ce slogan qui a été mis en application ce matin dans une école maternelle. Pour bien grandir, il faut bien manger. Les petits écoliers ont été sensibilisés aux produits du pays. Ils ont plongé leurs petites mains dans la terre pour en récolter les fruits. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot. Direction le jardin pour ces tout petits élèves de l'école maternelle de Zéphyr. Au programme du bon jardinage à l'état pur, aidés de leurs petits instruments, leur mission d'aujourd'hui est de préparer le terrain pour planter leur petit jardin créole. Elle va arroser pas les plantes. Elle va pousser. C'est pas les plantes. Tu vois des plantes là? Je vais mouiller les plantes. Tu vois les plantes? La terre. Je vais mouiller la terre. Et alors, montre tes camarades. Bananier et papayer, ce petit moment d'enseignement ludique est une vraie découverte pour ces petits qui bien souvent ne connaissent pas l'origine de leurs fruits préférés. Après, il n'y a pas que les enfants qui ne connaissent pas, les adultes également. Donc c'est une manière en tout cas de mieux apprendre nos produits et ce qu'on peut planter, ce qu'on peut récolter également. L'action menée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, vise à faire connaître des aliments sains aux plus jeunes. L'agriculture, la façon de jardiner, s'auto-nourrir, on va dire, parce que bon, on ne parle pas que des fruits également, hein, on a l'apprentissage également des plantes médicinales, des fleurs, bon, légumes et fruits. Et aussi, c'est une manière aussi de sensibiliser les jeunes sur l'importance également de mieux se nourrir. Parce que quand on parle de... Il y a la semaine du goût, hein, donc bien souvent on se rend compte que les élèves, les enfants en général ne connaissent pas tout. Donc c'est une manière aussi de leur apprendre et de leur apprendre de la meilleure façon en jardinant. Cette action n'est pas la dernière, les enfants reviendront plus tard voir l'évolution de leur petit jardin créole. Et si fruits il y a, ils pourront se lancer dans une dégustation bien méritée. Une salade de couac. Regardez. On reste dans le bien manger, mais de façon solidaire. Le chef étoilé Marcel Ravin prépare la 5e édition du dîner de charité de l'Espérance. Des jeunes de l'ensemble scolaire Saint-Jean-Paul II, du RSMA et du lycée Nord-Caraïbes seront associés au projet aux côtés du chef en cuisine. Un grand rendez-vous le 24 décembre prochain dans le restaurant La Table de Marcel. Voyez les précisions recueillies par Loïc Léchis. L'espérance, parce que c'est pas normal que la jeunesse de mon pays et tout ne puisse pas aussi un jour aussi profiter de ce que la vie nous offre de plus magnifique, c'est simplement de réussir. Et nous devons simplement partager avec eux la connaissance, la transmission, parce que demain matin ce sera eux, nous on n'est pas éternels. Ces jeunes-là, moi j'aspire à ce que demain matin, que ces moments qui passent avec moi et qu'ils puissent se souvenir et ensuite, eux, se retrouver dans cette position aussi. Alors, moi quand j'arrive ici, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, de fierté, mais on ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça juste pour me dire que je fais quelque chose de bien. Pour moi il est nécessaire et c'est tout à fait normal que nous puissions donner un peu de notre savoir. Et donc, ça sert à quoi? C'est pas l'aide nous caïmons, nous caïpati et pays. Quels sont les droits d'une personne en fin de vie? Quels sont les devoirs des accompagnants? Autant de questions qui ont été abordées aujourd'hui au Palais de justice de Fort-de-France sous forme de conférence-débat dans le cadre de la campagne d'information sur la fin de vie, une initiative de l'espace de réflexion éthique et du Conseil départemental de l'accès au droit. Objectif, sensibiliser le public à se préparer au plus tôt. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Les personnes donc, expriment leur volonté au moyen de 2 dispositifs. Un, les directives anticipées. Ces directives disent que bon, voilà ce que vous voulez, soit poursuivre un traitement, arrêter le traitement, qu'on vous donne une sédation profonde et continue. 2, vous désignez une personne de confiance. Et lorsque vous êtes hospitalisé, les professionnels de santé doivent vous demander si vous avez rédigé ces directives anticipées ou si vous avez désigné une personne de confiance. Les conditions de la fin de vie se posent dans un contexte de progrès médicaux importants où il y a une prise en charge jusqu'à la fin d'une maladie dite chronique. Et encore une fois, la Martinique et les départements d'outre-mer sont pourvoyeurs de ces maladies chroniques qui sont à la source d'handicap pour lequel la médecine ne peut plus guérir, mais soigne jusqu'au bout.
Et dans cette médicalisation de la fin de vie se posent les conditions des limitations de soins, où une situation évolue et avance vers la fin de vie. Il est important que nos concitoyens martiniquais puissent réfléchir dans les conditions dans lesquelles ils veulent finir leur vie. Parlons sport maintenant avec le plus haut gradé de l'aïkido de France qui est actuellement en Martinique. Christian Tessier, 8e dan, a animé cette semaine un stage de perfectionnement pour les pratiquants et leurs enseignants. 12 clubs de Lille y ont participé. Voyez ce reportage de José Le Cherti. Karl enseigne l'aïkido à Montréal. Il n'a pas hésité un seul instant à faire le déplacement pour profiter des bienfaits de l'enseignement du grand maître. C'est un génie, il est toujours en questionnement, il est toujours en train de redéfinir sa pratique, il est toujours en train de s'améliorer. Donc d'un moment à un autre, lorsqu'on le voit, il y a des changements, il n'y a rien qui stagne, c'est toujours en évolution, puis ça permet pour soi-même de se remettre en question, puis de remettre sa pratique en question et de s'améliorer, on l'espère. Ce Shihan, grand maître en japonais, est un modèle pour tous les adeptes de la discipline. Sa présence, son savoir invite au plus grand respect. Sachant que moi, c'est Christian Tessier, il est 8e dan, donc moi qui suis que 2e dan, donc à mon âge, à 23 ans, pour moi, c'est une opportunité. Sachant que ça me permet de découvrir un peu plus la technique, connaître une autre approche, que de connaître la technique en elle-même. C'est clair qu'à chaque fois qu'il arrive, on a l'impression qu'on est de nouveau débutant. Parce qu'il faut tout réapprendre et c'est un éternel réapprentissage et voilà, on devient humble à chaque fois qu'on le voit, on redevient tout petit. Je suis très honorée de pouvoir pratiquer avec maître Christian Tessier parce que c'est quand même un 8e dan et c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et de souplesse pour s'adapter à tout type de personnes lors du stage. En fait, là, tu vois un instrument. C'est pas mal. Christian Tessier a vécu une dizaine d'années au Japon. Il a pratiqué avec tous les maîtres de l'aïkikai, principalement avec le Doshu et Seigo Yamagoshi, l'un des fondateurs de l'aïkido. Christian est donc une valeur sûre pour tous les disciples. Cette crédibilité qui fait que ce que je peux affirmer sur le plan technique est bien reçu, puisque ce 8e dan m'a été donné par mes pairs. Il y a très peu de 8e dan dans le monde. Je parle de 8e dan aïkikai. En France, il n'y a qu'un seul 8e dan, et donc il y a une certaine crédibilité. Donc ça permet, sur le plan technique, si vous préférez, de présenter des choses aux gens auxquelles ils vont souscrire forcément. Depuis le début du stage, plus de 60 personnes ont profité du savoir-faire de Christian Tessier. À travers le monde, l'aïkido rassemble un peu plus de 2 millions de pratiquants dans 95 pays. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec cette image d'une maison qui a été complètement ravagée par les flammes aujourd'hui aux alentours de 13 h au quartier derrière Morne à Sainte-Marie. Selon les pompiers dépêchés sur place, le propriétaire des lieux n'était pas présent au moment du sinistre et aucune victime n'est à déplorer. L'intervention des pompiers a duré plusieurs heures cet après-midi. La Frappadingue 2018 est annulée. L'épreuve qui devait à nouveau se dérouler au François avait pourtant rassemblé plus de 2000 participants l'an dernier. Ce serait un retard administratif qui a contraint les organisateurs à renoncer. La municipalité ne leur aurait pas envoyé à temps le tracé de l'édition 2018. Les personnes qui s'étaient déjà inscrites seront remboursées. Partons à Grand-Rivière, qui ne s'est pas encore complètement remis du passage de l'ouragan Maria. L'activité touristique peine à redémarrer et les professionnels du secteur ont peur d'être oubliés. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. À un peu plus d'une heure de marche sur le circuit, voilà ce qu'on trouve, sentier non praticable. Ça veut dire que pour la plupart des touristes qui viennent à Grand-Rivière, c'est une difficulté. Du coup, les commerçants, restaurateurs et même les transporteurs maritimes ont du mal à accueillir du public. Alors, ce qui fait que c'est toute la commune qui est pratiquement endormie et là, ça pose un réel problème. Au sujet de la route qui conduit à Grand-Rivière, rien à signaler, sinon que les équipes d'élagage ont fait de l'excellent travail depuis les récentes intempéries.
Ces touristes que nous croisons semblent tout à fait satisfaits d'avoir fait le déplacement, mais très rapidement on met le doigt juste là où ça fait mal. Le sentier de randonnée, on l'a fait il y a quelques années. Pas cette année, je crois qu'il est un peu fermé. C'est pas ça? Oui. Et c'était super, c'était dur, mais c'était magnifique. On a fait un petit peu de côté du Carbet, Lens-Couleuvre, et puis bon, on est venu ici pour découvrir la région un peu plus sauvage. C'est donc le sentier de Lens-Couleuvre qui est à l'origine des souffrances des commerçants, restaurateurs et autres guides touristiques. Il y a pas mal d'éboulis et puis des branchages, ce qui fait que bon, il n'y a pas l'accès au tourisme pour arriver sur Grand-Rivière. Là, c'est très calme, très calme. Les touristes qu'on a, ce sont les touristes qui arrivent en voiture. Mais on n'a plus, depuis après Maria, on n'a plus de randonneurs. Et ça fait au moins 30% de notre chiffre d'affaires qu'on perd. Même réalité dans ce restaurant réputé de Grand-Rivière. Chez Tante Arlette, la saison ne ressemble en rien, nous dit-on, à ce qu'on a connu d'autres années. On ne sait pas si c'est la peur peut-être du mauvais temps, de la route. Les touristes, quand ils appellent, ils viennent à Grand-Rivière pour faire la randonnée, dormir chez nous et après partir faire la randonnée. Et depuis après le 9 ans, l'hôtel est vraiment vide. En discutant un peu plus, on apprend que l'ONF est au courant de cette situation et qu'elle envisage de restaurer le site. Mais le problème, c'est que le temps passe et les touristes se font de plus en plus rares. Alors, ça a été? On l'a bien compris, l'activité est réellement en berne dans la commune, du côté de la population, mais pour l'instant, tout ce qu'on espère, c'est dans 2 dimanches à venir, la fête patronale de la commune qui va certainement faire venir quelques Martiniquais et puis des visiteurs. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda-Kinman au quartier L'Aménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque pays. À tout de suite.